C'est l'heure de Savane Soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, le deuxième rapport sur le drame d'Inata fait tomber des têtes dans l'armée. 2 officiers ont été relevés de leurs fonctions. L'information émane du Conseil des ministres tenu ce matin, détaillé dès l'entame de cette édition. Les organisateurs de la marche du 27 novembre dernier sont désormais situés sur leur sort. Le tribunal de grande instance Ouaga 1 a livré son verdict ce matin. Les 5 personnes poursuivies sont toutes condamnées à des peines d'amende et à des peines d'emprisonnement allant de 6 à 12 mois assortis de sursis. Détail du verdict dans ce savant soir. Dans ce journal, vous allez découvrir le savoir-faire chez les Mossés du Burkina Faso. C'est ainsi que s'intitule le 5e livre du docteur Lassina Sempouré. Fer est entendu ici comme métal. La dédicace du livre a eu lieu hier à Ouagadougou. Précision à suivre. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. 2 officiers de l'armée sanctionnés après examen du 2e rapport sur le drame d'Inata, le lieutenant-colonel de gendarmerie William Kombari et le capitaine de gendarmerie Isaac Sanou sont relevés de leurs fonctions. C'est l'une des informations majeures issues du Conseil des ministres tenu ce matin. Le tout nouveau porte-parole du gouvernement Al-Kassoum Maïga a fait le point à l'issue du Conseil. Fatih Sankara nous en dit davantage. Premier coup d'essai pour le sociologue Al-Kassoum Maïga, nouveau porte-parole du gouvernement. Avant de faire le compte-rendu de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif, Al-Kassoum Maïga a été introduit par son prédécesseur, Ousseini Tamboura. Le SIG aurait pu organiser un pot de revoir, non? Hein? Ouais. Non, un pot de revoir pour que je discute avec eux quand même. Et de bienvenue aussi. Parce que moi j'ai été bien entretenu pendant cette année-là. Pour ce premier exercice, les journalistes n'ont pas eu droit aux questions. Sur le drame d'Inata, Al-Kassoum Maïga a annoncé des sanctions prises à titre conservatoire contre 2 chefs gendarmes. Le capitaine Isaac Sanou et le lieutenant-colonel William Kombari ont été relevés de leurs fonctions. L'instance judiciaire de l'armée a été saisie pour situer les responsabilités sur le drame d'Inata. Par rapport donc au rapport d'enquête que le président du Faso a reçu le mardi 14 décembre, il a décidé donc de réserver une suite judiciaire à ce document-là par la saisine donc des instances judiciaires au niveau de l'armée pour traiter du dossier. Mais en attendant, des mesures conservatoires ont été prises et donc un certain nombre d'agents ont été déchargés de leurs responsabilités. Il s'agit donc du lieutenant-colonel Kombari William, qui est le commandant du groupement mobile de Ouagadougou, qui a été relevé, et du capitaine Sanou Isaac, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui était chef d'escadron, la gendarmerie qui devait donc faire relever le détachement d'Inata. Donc, suite judiciaire réservée au dossier, mais vous avez quand même que 2 hauts gradés ont été déchargés de leurs responsabilités par mesure conservatoire. Toujours dans le cadre de l'armée, un rapport portant statut du Centre national d'études stratégiques a été adopté. Dans le contexte actuel, nous avons plus que jamais besoin d'avoir des gens qui font des études stratégiques, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Désormais, les personnes impliquées dans le financement du terrorisme verront leurs avoirs et leurs comptes gelés. En conséquence, une autorité compétente de sanctions financières ciblées avec l'accompagnement d'une commission consultative sur le gel administratif sera mise en place. C'est un décret qui va nous permettre pour des personnes impliquées dans le financement du terrorisme de pouvoir agir par rapport à leurs finances. Donc c'est un rapport important dans le contexte actuel qui est le nôtre. Pour une efficacité dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement va mettre l'accent dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ils sont tous condamnés, mais ce sont des condamnations qui ne leur privent pas de leur liberté, même s'ils devront désormais faire
Attention, les organisateurs de la marche du 27 novembre dernier sont situés sur leur sort depuis ce matin. Le verdict est rendu par le tribunal de grande instance Ouaga 1. Ainsi donc, Hervé Ouattara, Marcel Tankwano, Mamadou Drabo, Adama Tiendrebego dit colonel et Abdul Karim Bagayan dit Lota sont condamnés à 6 mois de prison pour les uns et 12 mois pour les autres, le tout assorti de sursis et à une amende de 300 000 francs CFA chacun. Détail du verdict avec Issa Oumaratié. Les leaders de la coalition du 27 novembre peuvent faire la fête de Noël et de fin d'année aux côtés de leur famille. Ils sont tous libres de leur mouvement après un séjour d'environ 2 semaines à Bamako pour les uns et 1 mois pour les autres. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a finalement condamné les leaders de la CE27 pour des faits d'organisation et de participation à une marche illicite et de destruction de biens publics. Adama Tiendrebego dit colonel, Hervé Ouattara et Marcel Tankwano sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 300 000 francs CFA chacun. Abdul Karim Bagayan dit Lota et Mamadou Drabo écopent de 12 mois de prison, le tout assorti d'un sursis et d'une amende de 300 000 francs CFA chacun. Une satisfaction totale pour Maître Isaac Ndorimana, un des avocats de la défense. Je suis content de la décision parce que nous avions estimé qu'il n'y avait pas d'infraction, d'autant plus que dans la prévention, ils étaient poursuivis pour avoir organisé une manifestation alors que le maire aurait interdit la dite manifestation. Parmi donc les éléments de l'infraction, il y a l'organisation d'une manifestation. Deuxième élément, c'est l'interdiction par le maire de la dite manifestation. Et nous avons démontré que le maire n'a jamais interdit la dite manifestation. Et dans la loi, il est dit que lorsque des OSC, des organisations civiles, veulent faire une manifestation, la loi leur permet seulement d'informer la mairie. Ils sont partis informer la mairie, mais la mairie a refusé de recevoir leur déclaration. Joie et soulagement ont remplacé peine et doute sur les visages de 5 leaders de la coalition du 27 novembre après le verdict. Même chose chez les parents et amis des accusés. En attendant, les 5 organisateurs de la marche du 27 novembre dernier vont encore patienter quelques heures en prison pour obtenir une note de mise en liberté. Voilà, et le procès Thomas Sankara s'est également poursuivi ce matin au tribunal militaire. 6 témoins ont donné leur version des événements du 15 octobre 1987. Germaine Farama était les yeux et les oreilles de Savane Média, suivant son compte rendu. Bassirou Sanogo est le premier témoin à passer à la barre ce matin. Ambassadeur du Burkina Faso en Algérie au moment des faits, il raconte qu'il a reçu un coup de fil du président Thomas Sankara. Le 11 octobre lui demanda de rentrer. Le jour de son voyage, le vol fait un retard jusqu'à ce qu'on l'informe que le décollage n'aura plus lieu parce qu'il y a un coup d'État au Burkina. Bassirou Sanogo n'a donc pas pu honorer le rendez-vous du président Sankara et ignore ce qu'il avait à lui dire. Après le coup d'État, Bassirou Sanogo indique avoir été convoqué à Ouagadougou. Arrivé au Burkina, il a été arrêté par 2 gendarmes qui l'ont enfermé et relâché après 6 mois et demi de détention. Pour lui, c'est Jean-Pierre Palme qui l'a fait enfermer à cause de sa proximité avec Thomas Sankara. Il ajoute que le coup d'État était une planification qui a été minutieusement organisée. Bassirou Sanogo a précisé que Blaise Compaoré avait commencé à préparer son coup en sémant la zizanie au sein du CNR. Il a ajouté que Blaise Compaoré a été aidé en son temps par la chefferie coutumière. Après Bassirou Sanogo, place au témoin Issouf Tiendrebego. Technicien à la radio nationale pendant les faits, il explique qu'il n'a pas vécu les faits, mais les a plutôt subis. Le 15 octobre, je devais monter de 16h à 20h, mais je suis allé tôt dans le but de faire le sport.
C'est étant au terrain que j'ai entendu des coups de feu. Il ajoute que quelque temps après, le directeur est revenu au studio accompagné de Salif Diallo et Baro Oumar Traoré qui devaient passer à l'antenne pour lire la déclaration. Quand ils ont dit « la patrie ou la mort nous vaincront », j'ai coupé le micro croyant que c'était fini. C'est là que Salif Diallo est sorti me braquer une arme parce qu'il n'avait pas encore dit le nom de Blaise Compaoré avant que je ne coupe le micro. Prochain témoin, Aboulassé Karambega. Adjudant-chef à la retraite, il fait partie de la garde de Sankara. Il a indiqué que les rumeurs étaient tellement de trop sur la mésentente entre Sankara et Blaise qu'ils ont essayé de savoir ce qu'ils pouvaient faire. Mais le président Sankara n'a jamais voulu qu'ils réagissent. Ils lui ont même interdit de se rendre au conseil pour les réunions, mais le président Sankara n'a pas écouté. C'est ainsi qu'il a été tué et eux se sont cachés jusqu'à ce qu'on les rappelle. Le témoin Faramo Ouattara, qui faisait partie de la garde de Sankara, explique lui aussi avoir été arrêté et enfermé pendant 20 mois après le coup d'État pour les mêmes raisons. Il n'était malheureusement pas sur les lieux au moment du drame. Il estime qu'ils ont failli à leur mission pour n'avoir pas pu sauver le président Sankara malgré tout ce qui se faisait entendre. Le sergent Apiu Pascal Bassorobou, lui, était près de la transmission du conseil où il était de garde quand il aperçoit des éléments en véhicule se diriger vers le bureau de Sankara et subitement, il entendit des tirs. Il rejoint son poste et apprend que c'est un coup d'État. Il fut rejoint plus tard par Diendéré qui le charge d'aller faire ouvrir la ligne de Cambouin-Saint et d'appeler les renforts de Pau. Au cours de l'audience du jour, le président du tribunal a posé des préoccupations en lien avec l'absence de certains témoins, certains étant injoignables et d'autres décédés. Le parquet militaire et la partie civile ont plaidé pour pouvoir lire les dépositions de leurs témoins absents. Une demande que la défense trouve inacceptable. La défense souhaite que cette proposition soit écartée. Elle estime que la loi ne donne pas cette autorisation à la partie civile et que les dépositions des témoins sont des témoignages à discussion. Le savoir-faire chez les Mossé du Burkina Faso, c'est ainsi que s'intitule le 5e livre du docteur Lassina Semporé. Tenez-vous bien, faire désigne ici le métal. Je vous invite à la découverte donc du livre dédicacé hier à Ouagadougou. C'est avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Le docteur Lassina Semporé, historien et archéologue, précédemment secrétaire général au ministère de la Culture, met son 5e ouvrage de 101 pages sur le marché. Le savoir-faire, c'est les Mossé du Burkina Faso, est évocateur du savoir-faire des peuples du Burkina depuis l'Antiquité. C'est ma petite contribution pour connaître une technologie qui existe au Burkina Faso depuis 8 siècles avant Jésus-Christ. Nous expliquons comment est-ce que nos parents, comment est-ce que nos ancêtres recherchaient le minerai du fer, comment est-ce qu'ils construisaient les fourneaux et les structures de réduction. Nous expliquons aussi le rôle du forgeron dans la société ancienne. Parce que dans ce livre, nous parlons du métallurgiste, celui qui fabrique le métal, et nous parlons aussi du forgeron, celui-là qui transforme ce métal-là en produits, comme les houes, les haches, les couteaux, etc. Avec un tel ouvrage, les étudiants ont une ressource privilégiée de connaissances sur la métallurgie, comme l'explique Dr Leonski, directeur des sites classés patrimoine mondial. Ce document est un document synthèse qui fait déjà un aperçu, une vue panoramique des techniques de réduction, des datations, des acteurs et ainsi de suite. Donc je pense que pour les étudiants, ils ont de quoi vraiment comprendre la métallurgie dans un langage allégé, comparativement aux thèses qui généralement sont très très lourdes. Dr Lassina Semporé fera la dédicace de son 6e livre le 15 janvier 2022. Cette œuvre sera le portrait du Larlé Naba Abga et le 7e livre, le 27 mars 2022, qui parlera de l'histoire de la ville de Ouagadougou. Allons-y à présent du côté de Bobo Dioulasso. Malia, une nouvelle marque de jus, est désormais sur le marché burkinabé. Cette marque a été présentée aux consommateurs vendredi dernier à Bobo Dioulasso. C'est la société Afridia Industrie installée dans cette belle cité d'Essia qui en est la productrice. La société vient ainsi renforcer l'offre de jus de fruits et de boissons locales. Précision,
de Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Dans les rayons des boutiques, alimentation et supermarchés, la marque de boisson Malia se distingue en 5 gammes de saveurs. Jus d'orange, cocktail mangue ananas passion, cocktail mangue banane, nectar de mangue orange et nectar de mangue, tous contenus dans des emballages Elopac d'un litre et d'un demi-litre. Ces différents jus sont déjà disponibles sur le marché à des prix accessibles aux consommateurs. À l'occasion du lancement vendredi dernier, les responsables de Afridia Industrie, l'unité de production, ont exposé sur les composantes et les bienfaits de ce jus qui, selon eux, vient répondre au déficit d'offres de jus de fruits et de boissons locales produits à partir de matières premières du Burkina. Afridia Industrie est une nouvelle société industrielle implantée dans la zone de Bobo-Dioulasso, plus précisément à Logo-Fourousso, qui a pour ambition la transformation des matières premières locales, notamment la mangue fraîche, qui est notre matière première de base. Nous produisons essentiellement des jus de fruits naturels. À l'occasion de la cérémonie de lancement de sa nouvelle marque, Afridia Industrie a dévoilé ses perspectives en matière de valorisation des produits locaux. En perspective, nous avons la production de jus de fruits en format doypack qui s'adresse à un public plus jeune. Nous avons également la production d'eau minérale et de boissons gazeuses. Et beaucoup plus à moyen terme, nous avons prévu la transformation d'autres matières premières locales. La mise en place sur le marché de nouveaux produits transformés à base de matières premières est une volonté de cette nouvelle unité industrielle d'apporter sa contribution à la transformation structurelle de l'économie. C'est pourquoi ses premiers responsables ont interpellé le gouvernement sur les importations qui minent le secteur industriel. Il faut dire que nous avons déjà bénéficié de la part du gouvernement d'un certain nombre d'exonérations fiscales. Ceci est fort appréciable. Mais nous souhaitons, de la part de l'État burkinabé, un renforcement du contrôle de l'importation des produits frauduleux qui ont des provenances coûteuses dont on ne connaît pas forcément l'origine, qui minent en fait le secteur industriel burkinabé. Donc nous souhaitons vraiment une collaboration encore plus renforcée avec l'État. Et ceci va permettre le développement du tissu industriel burkinabé. Afridia Industrie, installée à Logo-Fourousso, village de l'arrondissement numéro 6 de Bobo-Dioulasso, est certifié ISO 22001 avec un capital de plus de 15 milliards de francs CFA. Sa nouvelle marque de boisson, Malia ou Reine en Swahili, se présente comme la reine des boissons. 168 agents de santé prêts à servir. Ils sont issus de la 14e promotion des écoles et instituts privés de santé Sainte-Edwige. La promotion a fait un taux global de succès de 97,89%. Les nouveaux agents de santé ont prêté serment hier au sein de l'institut dans les quartiers samandins de Ouagadougou. On en sait davantage avec Pakisba Mahiam Ouedraogo. Promotion vertu morale et santé. J'ai envie de garder toujours intact le secret professionnel. Quand l'Institut privé de santé Sainte-Edwige commençait ses activités en 2005, il n'avait que 10 élèves. Une quinzaine d'années plus tard, ce sont 368 élèves et étudiants qui y apprennent la prise en charge sanitaire des patients. Savoir déjà acquis par la 14e promotion, forte de 168 professionnels dont Aïssata Ouedraogo. Actuellement, le milieu de l'emploi est vraiment trop serré. Donc je vais inviter d'autres à aller à entreprendre eux-mêmes en essayant d'ouvrir des cliniques ou bien en travaillant dans le privé ou dans le public. On peut tous travailler. Maintenant, nous, on a un défi à relever parce que nous sommes la première promotion LCO, licence en soins infirmiers et obstétricaux. Donc, nous avons un défi à relever et je crois que nous sommes tous prêts pour relever ce défi en respectant le secret professionnel, l'éthique et en respectant les clients, leur dignité, leur intimité. La fondatrice des écoles et instituts privés de santé Ramata Edwige Ilboudo a su adapter les enseignements, les ressources humaines et les cadres d'apprentissage au système LMD de la sous-région. Au niveau de l'école, nous avons présenté 13 candidats admis, donc un taux de réussite de 100%. Les ASC, nous avons présenté 154 et 150 admis.
Taux de réussite 97,40%. Les IB professionnels, nous avons présenté 11 candidats, 11 admis, un taux de 100%. Les infirmiers d'État et sages-femmes professionnels, nous avions 12 candidats et 12 admis, un taux de 100%. Au niveau de l'école, un taux global de réussite de 97,89%. Pour cette promotion comme pour les autres, le parrain professeur Rabiou Sissé a prodigué des conseils. Le président de l'université Joseph Kizerbo a par ailleurs salué le nom de baptême, vertu morale et santé de ses fioles. Voilà, et cette brève qui concerne l'actualité internationale, Moussa Dadis Camara est rentré au pays natal, la Guinée, un retour au bercail qui intervient quelques jours après le retour de Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition en Guinée. A noter que Moussa Dadis Camara séjournait au Burkina Faso depuis qu'il a perdu donc le pouvoir du côté de la Guinée. Dans la suite, nous parlons du sport. La Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. C'est le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a donné cette information hier après une rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Cette annonce lève totalement le doute sur la tenue de la CAN au moment où le débat sur sa probable annulation faisait rage depuis quelques jours. Selon le président de la CAF, des dispositions sanitaires sont prises par les autorités camerounaises afin de contrer la propagation de la maladie à coronavirus. Il a assuré que personne ne pourra accéder au stade sans un test PCR. Les organisateurs avaient d'ailleurs annoncé l'obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder au stade. Rendez-vous donc le 9 janvier pour le match d'ouverture qui oppose les étalons du Burkina Faso aux Lions indomptables du Cameroun. Et au Conseil des ministres ce matin, le ministre burkinabé en charge des sports a fait une communication orale sur les préparatifs des étalons, occasion également d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur une éventuelle prise de position du Burkina Faso sur le report de cette CAN. Écoutons sur cette question Al-Kassoum Maïga, le porte-parole du gouvernement burkinabé. Nous avons eu donc également une communication orale présentée par le ministre en charge des sports par rapport donc à la CAN où il a présenté un rapport permettant donc à l'équipe nationale du Burkina Faso, une délégation de 55 personnes, d'être donc dans une phase de retraite pour renforcer leurs capacités physiques et sportives. Donc le rapport a été présenté. Et nous avons profité pour relever le fait qu'effectivement, il y a eu des débats autour d'une prise de position du Burkina par rapport donc, au report de la CAN. Donc le ministre du Sport a relevé que ni le ministère, ni la Fédération burkinabé de sport n'est mêlé à ce report-là. Et donc le Burkina reste solidaire du peuple camerounais par rapport donc à la tenue de la CAN. Donc les étalons seront au rendez-vous et on profite pour féliciter l'État camerounais pour l'hébergement de la CAN et pour les efforts qui ont été réalisés pour pouvoir faire en sorte que la CAN se tienne à bonne date le 9 janvier. Toujours en sport, la finale du tournoi Maracana, 0 goutte de sang, 0 accident, s'est joué dimanche dernier. C'est un tournoi qui vise à sensibiliser sur la sécurité routière. C'est JDS FC qui a remporté la coupe en battant Peglouende FC par 1-0. La finale s'est disputée au quartier Nayalguin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda, précision. La première édition de ce tournoi Maracana dénommé 0 goutte de sang, 0 accident permet de sensibiliser la population en cette fin d'année sur la sécurité routière. Des fins d'année qui arrivent comme ça, on veut demander à la population de faire doucement, que les fêtes ne finissent jamais. À travers ce tournant, qu'on fait une sensibilisation pour pouvoir passer le message. Vraiment, on est content pour la mobilisation de ce soir et on veut
maximiser sur 100 personnes, au moins, même si c'est la cinquantaine qui a pu comprendre le message, qui ne s'est pas donné au terrorisme, qui sait faire prudence à la fin d'année, ça va vraiment beaucoup aider. Quelqu'un qui fait accident, toute sa famille est endommagée. Des 8 équipes du secteur 32 de l'arrondissement 7 qui ont pris part à ce tournoi, UDS FC s'impose en finale sur Pengdwende FC par 1-0. Le patron de la finale, Yacouba Cabré, et le parrain Lazare Cambéré sur le sens de ce tournoi. Le football est rassembleur, alors que vous savez très bien que le développement d'un pays, aujourd'hui, les principaux acteurs, c'est la jeunesse. Donc, le fait de s'unir autour d'un idéal, il n'y a rien de tel. J'ai trouvé qu'il y a eu l'engouement. Ce qui m'a mystifié, lors du premier but, j'ai vu des femmes qui étaient très excitées sur le terrain. En tout cas, moi, ça m'a mystifié. C'est la situation nationale actuelle qui m'a motivé. C'est-à-dire que la cohésion par rapport à l'insécurité actuellement au niveau du Burkina Faso. C'est un message tout simplement que je suis venu donner, un message de cohésion, de demander à tout un chacun de se mettre main dans la main pour que le Burkina reste toujours entier. UDS FC remporte le trophée, des maillots, des ballons et la somme de 50 000 francs CFA. Pengdwende FC, deuxième, se contente de 40 000 francs CFA, des maillots et des ballons. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition. Toujours en sport, l'équipe de Nong-Taba FC a remporté le week-end écoulé la 3e édition du tournoi de football de l'association sportive Tel Taba. C'est à Gikofé dans la commune de Saba. La finale s'est jouée sur le terrain de l'école de Madame Ouedraogo. C'était en présence de Ruben Wilson Koyo. Cette finale de Maracana mettait aux prises les 2 meilleurs clubs de la compétition, à savoir FC Puyo et Nong-Taba FC. Et c'est par un score étriqué d'1-0 que Nong-Taba FC a inscrit son nom au palmarès de ce tournoi. Le promoteur de ce projet nous rappelle les objectifs assignés à cette compétition. Nous profitons du sport, du rassemblement des populations pour faire passer des messages comme on a l'habitude de le faire. Des messages de cohésion sociale, des messages de sensibilisation, des messages de vivre ensemble et de la paix. Et ensuite, le second volet, c'est que nous voulons procurer de l'union qu'entraîne le sport pour appeler les gens à se mettre derrière leur président et se mettre derrière les FDS pour qu'ensemble nous boutons le terrorisme hors du Burkina. En plus de la mobilisation, nous avons la présence des plus autorités de notre commune qui nous ont accompagné dans notre activité. La population est vraiment sortie et ça nous encourage à organiser les prochaines éditions. Notons que la pétanque et une course cycliste féminine étaient également au rendez-vous de cette édition. Le maire de la commune de Saba, parrain de cette édition, a fait le déplacement de Dikofer pour apporter son soutien aux organisateurs de ces activités sportives. Je suis venu soutenir l'association Tel Taba, qui est une association au niveau de cette zone d'Ikofer qui œuvre pour la promotion de la jeunesse. C'est une association qui a choisi de mener cette activité avec pour thème le soutien des forces de défense et de sécurité et la promotion de la paix. Donc nous sommes venus les soutenir afin de pouvoir les encourager et les accompagner à cette recherche de paix et de sensibilisation de la jeunesse, puisque vous savez que l'idée terroriste est une situation par rapport à laquelle il faut vraiment des stratégies, d'entente, de compréhension et d'entraide mutuelle pour pouvoir en tout cas lutter contre ce phénomène. La pétanque a été remportée par le club de l'AS Sonapos et Rachida Toudiala a dominé la course cycliste féminine. Tous les vainqueurs ont reçu des prix en nature et en espèces.
Voilà, c'est tout pour cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.